Pouvez-vous, s'il vous plaît, indiquer et épeler votre prénom et votre nom de famille? Oui, c'est Jordan Karsten, Jordan Karsten. Quel est votre emploi? Je suis consultant pour le Bureau d'intervention sur les scènes de crime du laboratoire d'État du Wisconsin et professeur d'anthropologie et de justice pénale à l'Université du Wisconsin-Oshkosh. Que signifie être consultant professionnel? Donc, j'interviens chaque fois que le laboratoire de criminalistique estime avoir besoin d'aide en anthropologie médico-légale. Donc, s'il y a une affaire impliquant des restes humains squelettisés, une affaire avec des restes fortement décomposés ou des cas où l'on recherche des tombes clandestines, j'interviens. Pouvez-vous brièvement décrire vos qualifications en anthropologie médico-légale? Oui, j'ai une licence d'anthropologie et une licence en sciences de la santé de l'Université d'État de Grand Valley. Et j'ai également un doctorat en anthropologie de l'Université d'État de New York à Albany, New York. Depuis quand travaillez-vous comme consultante professionnelle avec le laboratoire d'expertise criminelle de l'État du Wisconsin? Depuis 4 ans. Est-ce que vous conseillez également d'autres agences d'enquête en dehors du laboratoire d'expertise criminelle de l'État du Wisconsin? Oui, donc j'ai travaillé pour des agences telles que le Bureau du médecin légiste du comté de Milwaukee, la Division des enquêtes criminelles du département de la justice de notre État, le FBI, le département de la défense, au cours de ces 13 dernières années. Et vous avez dit que vous êtes aussi professeur. À quelle université était-ce déjà? Université du Wisconsin à Oshkosh. Depuis quand êtes-vous professeur? 13 ans. Et c'est aussi en anthropologie, c'est bien ça? Oui, anthropologie et justice pénale aussi. Alors, très brièvement, peux-tu décrire ce qu'est l'étude de l'anthropologie? Oui, c'est difficile à résumer brièvement, mais l'anthropologie est l'étude de l'humanité. Et cela inclut, tu sais, ce que cela signifie d'être humain à travers tout le temps et l'espace. Pour cette raison, beaucoup d'anthropologues ont passé du temps à étudier le squelette humain afin de comprendre l'évolution humaine au fil du temps. Et nous avons réalisé que nous pouvons appliquer beaucoup de ces méthodes utilisées dans l'étude du squelette humain à des cas impliquant des restes humains squelettisés. Et donc, même si l'anthropologie est un sujet très vaste, ma propre spécialité est l'étude du squelette humain. Donc, quand vous arrivez sur la scène, votre travail principal est-il d'identifier l'os ou l'os humain? Oui, cela dépend du type de scène où l'on m'appelle, mais très souvent, si nous fouillons une zone à la recherche de restes humains, mon rôle est d'identifier tout objet découvert pour déterminer s'il s'agit bien d'un os, puis, si c'est le cas, s'il est humain ou animal non humain, donc c'est un rôle important. Un autre rôle consiste à rechercher des signes de tombes clandestines et à aider à l'excavation scientifique et systématique de ces tombes également. Mais qu'est-ce que cela signifie, une tombe clandestine? Une tombe clandestine, c'est lorsqu'une personne tente de dissimuler des restes humains en creusant un trou dans un endroit qui n'est pas un cimetière officiel. Et donc, nous recherchons ce genre de tombe relativement fréquemment. Et quel type d'indices recherchez-vous lorsque vous cherchez une tombe clandestine? Ça dépend. Si la tombe est peu profonde, des restes squelettiques peuvent apparaître en surface. Souvent, les tombes peu profondes sont perturbées par des charognards carnivores, laissant des ossements humains éparpillés en surface. C'est ce que nous recherchons. Sinon, nous cherchons de la terre remuée. Il m'arrive aussi d'utiliser un radar à pénétration de sol pour voir si je peux trouver des objets enterrés sous terre. Et pouvez-vous décrire un peu plus ce qu'est un radar à pénétration de sol? Oui. Les radars à pénétration de sol ressemblent un peu à une petite tondeuse électrique. Mais ce que fait l'appareil, c'est qu'il envoie des ondes radio dans la Terre. Et ensuite, lorsqu'il entre en contact avec un objet qui diffère dans sa capacité à stocker l'énergie électrique, une partie de ces ondes radio est renvoyée vers la surface. Et c'est enregistré par la machine elle-même. Donc, disons qu'il y a un os enterré dans une tombe clandestine et que nous passons le radar à pénétration de sol dessus. Parce que l'os diffère dans sa capacité à stocker l'énergie électrique par rapport au sol environnant, cela va renvoyer certaines ondes radio et nous pouvons détecter cela comme un objet enterré. Est-ce que vous intervenez uniquement lorsqu'il s'agit d'une scène de crime présumée ou bien répondez-vous aussi à d'autres circonstances? Oui, j'interviens chaque fois que les forces de l'ordre ou les enquêteurs médico-légaux enquêtent sur un décès impliquant des restes
squelettisés, et qu'ils pensent que cela sera nécessaire. Donc, même si j'interviens souvent sur des événements de nature criminelle, il m'arrive aussi fréquemment de répondre à d'autres types d'événements. Il peut s'agir de décès accidentels en zone boisée, où la personne n'est retrouvée que bien plus tard, se décomposant et se squelettisant, ou d'autres situations, parfois non accidentelles, comme des suicides. Donc ça dépend. Ce n'est pas toujours de nature criminelle. Ce qui m'amène vraiment à intervenir, c'est la présence de restes humains squelettisés. Et avez-vous déjà intervenu sur des scènes? Vous avez décrit beaucoup de scènes où un corps se trouve dans la nature et où le corps s'est décomposé, donc il ne reste plus que les os. C'est bien ça? C'est exact. Avez-vous déjà intervenu sur des scènes d'incendie où le corps a tellement brûlé qu'il reste très peu de peau sur le corps? Oui, plusieurs fois. Donc, vous faites les deux choses. Oui, tant que les restes sont squelettisés ou principalement squelettisés, on m'appellera. Donc, si le service du commissaire aux incendies de l'État intervient sur une scène et qu'il trouve des restes humains gravement brûlés, qui ont peut-être encore un peu de tissu mou, mais qui sont sinon réduits à l'état d'os ou d'os fragmentaires, alors on m'appelle aussi pour aider dans ce genre de cas. Donc, à un moment donné en juin, eh bien, je crois que c'était précisément le 6 juin 2024. Avez-vous été contacté par le bureau du shérif du comté de Dodge pour intervenir sur une scène sur Wood Road? Et ce serait dans la ville de Climax, mais l'adresse postale serait Juneau, Wisconsin. Oui, j'ai été contacté indirectement, donc ils ont contacté le laboratoire de criminalistique pour obtenir de l'aide, puis le bureau d'intervention sur les scènes de crime du laboratoire m'a contacté pour que je me rende sur la scène dans la ville de Climax. Et ensuite, vous êtes-vous rendu sur cette scène? Oui. Et quel était votre rôle lorsque vous êtes intervenu sur cette scène? Ce jour-là, j'ai utilisé un radar à pénétration de sol, GPR, pour vérifier une zone d'intérêt des enquêteurs et voir s'il y avait quoi que ce soit d'enterré. Je n'ai rien trouvé d'enterré dans ce cas-là. Et ensuite, j'ai aidé à faire le tour du reste de la scène. Et pendant que les gens fouillaient la scène, certains os ont été trouvés ce jour-là que j'ai identifiés comme étant des os d'animaux. Êtes-vous revenu plus tard sur cette même scène? Je suppose que je devrais dire revenir dans le comté de Dodge, cette fois dans la ville de Juneau, à la fourrière du bureau du shérif. Je crois que c'était le vendredi 28 juin. Le vendredi 28 juin, je ne l'ai pas fait. Je me suis rendu dans le cadre de cette même affaire, dans le comté d'Adams, où j'ai aidé lors d'une recherche sur le terrain. Mon rôle était simplement d'identifier toute os trouvée, d'abord pour déterminer s'il s'agissait bien d'un os, puis de dire s'il était humain ou animal non humain. Vous souvenez-vous si quelqu'un de votre équipe était présent ici le vendredi 28 juin ou si vous avez simplement reçu des objets qui ont été trouvés lors d'un tamisage ce vendredi 28 juin? Oui, il y avait des agents spéciaux du DCI qui étaient présents ce jour-là et ils m'ont envoyé des messages avec des photos où ils me demandaient d'identifier des objets pour savoir s'il s'agissait d'os et, si possible, d'os humains. Donc, est-ce qu'il y avait un autre jour d'intervention en juin où vous vous êtes rendu directement sur les lieux de Wood Road? Oui, je crois que c'était le 29 ou le 30 juin. Et là, c'est le médecin légiste du comté de Dodge qui m'a demandé de venir pour excaver une zone où il pensait avoir vu une brûlure en surface. Et ce jour-là, pouvez-vous décrire brièvement ce que vous avez fait? Quel était votre rôle? Oui, je suis allé excaver cette brûlure en surface afin de voir s'il y avait des restes humains associés à cette brûlure qui auraient été dissimulés sous la terre. Et nous l'avons fait juste pour votre information. Savez-vous s'il y avait un représentant du bureau du shérif du comté de Dodge présent le 30 juin lors de cette excavation? Oui. Vous souvenez-vous de qui c'était? Il y en avait plusieurs, mais je sais que Taylor Mills, je ne suis pas sûr de bien prononcer son nom. Était là. Et il a témoigné, mais pouvez-vous brièvement décrire ce que signifie l'excavation, ce que vous demandez aux personnes de faire? Oui, donc dans ce cas, nous avons divisé la zone de la surface brûlée en carrés de grille.
Le but de cela était d'enlever plusieurs pouces de terre de la zone de la surface brûlée. Et ensuite, chaque carré de la grille avait son propre tamis, donc un écran avec une maille d'1/4 de pouce. Et ensuite, la terre qui avait été retirée de cette surface brûlée était placée dans le tamis pour être passée au crible afin de retrouver de très petits fragments d'os. Et pourquoi est-il important d'utiliser ce procédé? C'est pour contrôler spatialement ces restes, non? Ainsi, si nous trouvions dans un tamis un os ou tout objet ayant une valeur probante, nous saurions approximativement où il se trouvait. Et à cette date, en juin, enfin, laissez-moi dire lors du tamisage qui a eu lieu les 28 et 30 juin, des restes humains ont-ils été retrouvés? Oui, Et avez-vous rédigé un rapport détaillant les restes humains retrouvés à cette date? oui, je l'ai fait. Et je vais vous montrer ce qui a été marqué comme pièce 400. Reconnaissez-vous ce rapport? Oui. Et quel est ce rapport? Ceci est un rapport qui résume les conclusions de cette fouille effectuée à la fin juin concernant la zone brûlée en surface. Et avez-vous également consulté une présentation PowerPoint qui met en avant certaines photos et des résumés de ce rapport? Oui, je l'ai fait. Alors, tout d'abord, est-ce que le 400 est une copie exacte du rapport que vous avez ensuite soumis au bureau du shérif du comté de Dodge ou au bureau du médecin légiste? Je crois aux deux. Et le 400 est-il une copie exacte de ce rapport que vous avez soumis aux deux agences? Oui, c'est le cas. Je demande que le 400 soit admis comme preuve et la permission de publier des extraits de ce rapport au jury. Aucune objection. Ce sera accepté et vous pouvez publier. Passons à la première diapositive. C'est évidemment la page de couverture de la pièce 400, n'est-ce pas? C'est exact. Et le numéro d'affaires qui figure là, quel est ce numéro d'affaires? C'est un numéro d'affaires du laboratoire de police scientifique de l'État du Wisconsin. Parce que vous êtes là, donc ce n'est pas le numéro d'affaires du bureau du shérif, car vous êtes la consultante du laboratoire de police scientifique de l'État. C'est bien ça? Oui. Et ensuite, en passant à la diapositive suivante, il s'agit de la deuxième page de la pièce 400. C'est bien ça? C'est exact. Et quelles informations sont contenues sur cette page? Cela fait simplement la liste des différentes juridictions auxquelles j'ai apporté mon aide dans cette affaire. Ensuite, la date du rapport figure-t-elle aussi en bas de page? Oui, le mois où le rapport a été soumis. Maintenant, le rapport lui-même contient ensuite une table des matières. C'est bien ça? C'est exact. Et ensuite, quelques informations générales. C'est bien ça? C'est exact. Ces informations générales, est-il juste de dire que vous venez de témoigner sur beaucoup de ces éléments, comme la façon dont vous avez été impliqué dans cette enquête, etc.? C'est exact. Donc, en passant maintenant à ce qui correspond, selon la table des matières, à la page 2 du rapport, qu'est-ce que nous voyons ici? C'est un fragment de l'os temporal droit provenant d'un individu humain. Et plus précisément, ce fragment, l'os temporal, est un os qui constitue le côté de votre tête et une partie de la base de votre crâne. Il comprend également l'orifice de l'oreille, ainsi que de nombreux organes liés à l'audition et à l'équilibre, comme la cochlée et les canaux semi-circulaires. La partie de l'os temporal qui forme la base du crâne est ce gros morceau d'os très épais appelé la pyramide pétreuse, et c'est ce qui est illustré sur la diapositive. Donc, sur la diapositive, il y a un pointeur laser, n'est-ce pas? Je ne voulais pas vous interrompre. À vous. Oui, donc il y a une extrémité qui est le pointeur laser, et si vous appuyez sur le bouton rouge, oui, donc il y a une extrémité qui est plutôt blanche et une extrémité qui est noire. Peux-tu décrire un peu ce qui se passe avec cet os ici? Oui, donc ceci est une image de la pyramide pétreuse. C'est une partie qui se trouve à l'intérieur de votre crâne, dans la cavité où se trouve votre cerveau.
Et ce que tu vois, c'est qu'une partie de cette pyramide pétreuse est noircie, donc elle a été carbonisée. Donc, lorsque l'os est exposé à un feu d'une chaleur suffisante et pendant une durée assez longue, il subira plusieurs changements dans son apparence. Le premier changement, c'est qu'il passera du blanc cassé de l'os non altéré que tu peux voir sur le côté gauche de l'écran à l'aspect carbonisé que tu vois sur le côté droit de l'écran. Ensuite, après la carbonisation, l'os continuera en fait à changer. Et si l'os continue d'être exposé à une chaleur, d'une température et d'une durée suffisamment intense, cela détruira la composante organique de l'os. Et cela conduit à ce qu'on appelle la calcination, où l'os aura une apparence grise ou blanche. Et cela parce que la seule chose qui reste est la composante minérale de l'os. Les composants de collagène ont tous disparu et l'os qui en résulte paraît très friable. Vous ne voyez pas cela sur cette image. À la place, vous voyez ici de l'os non altéré, puis de l'os carbonisé, et cette petite bande juste au milieu qui est une zone de transition entre les deux. Donc maintenant, je vais passer à l'image suivante ici qui est page 3 de votre rapport. De quoi s'agit-il ici? Oui, donc ici, vous avez un bon exemple de calcination dont je viens de parler. Donc juste là, celui avec la flèche noire, cet os-là, vous voyez qu'il est blanc, un peu grisâtre et un peu crayeux. Cet os a été exposé au feu pendant une période plus longue ou à un feu plus chaud ou une combinaison des deux, ce qui a entraîné la destruction de la composante organique de l'os. Pour le reste des fragments-là, on voit principalement des fragments d'os vraiment carbonisés et ce sont de petits morceaux d'os. Comme vous pouvez le voir avec la barre d'échelle, ce sont en quelque sorte de tout petits morceaux d'os. Et puis, en passant à notre prochaine diapositive ici, ce sera la page 4 de votre pièce à conviction. Et je pense que pendant que nous en discutons, dites-nous simplement ce qui est représenté à la page 4. Oui, à la page 4, c'est la même pyramide de Pétrus déjà vue. C'est le premier os que nous avons découvert lors de la fouille le 30 juin en creusant la zone de surface brûlée, une sorte de fosse de combustion. Et oui, c'est le premier que nous avons trouvé et le premier que j'ai vu associé à cette affaire que je pouvais identifier comme humain. Quel numéro de laboratoire criminel aurait-il reçu et aurait-il été marqué? Numéro de laboratoire criminel 16. Et Regarde mon aperçu. Non, je peux regarder mon aperçu rapidement. 16 salut et... C'est quelle diapositive après? Et quand vous dites laboratoire criminel numéro 16, le laboratoire criminel a en fait mis des marqueurs sur chaque os quand nous l'avons trouvé à cette date-là, n'est-ce pas? C'est exact. C'est exact. Je vais donc vous montrer les pièces à conviction 41 et 42. Vous avez donc parlé du quadrillage et ensuite des marqueurs du labo criminel. Donc ces photos ici montre quand et où nous avons réellement trouvé la pièce à conviction 16. Oui, c'est le cas. Alors, je vais simplement passer devant parce que je crois que c'était mardi lorsque les jurés ont entendu ce témoignage. Je vais passer devant ces deux photos ici juste pour rafraîchir leur mémoire. Là où nous avons trouvé, et je crois que vous avez appelé cela, nous appelions cela une fosse de brûlage. Mais vous, quel est le terme que vous avez appris ou que vous utilisez? J'utiliserais le terme brûlage en surface parce que ce n'était pas vraiment une fosse, c'était plutôt une zone où l'on pouvait voir que c'était cendré. Il y avait beaucoup de cendres, des cendres avaient été raclées à la surface. Et en réalité, c'est un terme plus précis que fosse de brûlage, parce que ce n'était pas vraiment en dessous du sol, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ouais, c'est ce qu'on dirait couramment. Quand on pense à un foyer ou à un endroit autour duquel on s'assoit pour faire un feu, on utilise le terme fosse. Mais ici, ce n'était pas vraiment une fosse. Mais tout cela était simplement à la surface, et une fois que cela a été enlevé, cela descendait alors beaucoup plus profondément sous terre, n'est-ce pas?
D'accord, maintenant passons à la diapositive suivante. Et donc, ce sont les numéros 41 et 42 ici sur cette diapositive. En continuant, voici la page 5. De quelle section du rapport s'agit-il? Que voyons-nous ici? Le numéro 19 du labo de criminalistique était l'étiquette apposée ici. C'est un très petit fragment d'os long. Il est tellement petit, en fait, qu'il n'y a pas beaucoup d'anatomie squelettique préservée. Et donc, il ne m'est pas possible de dire de façon concluante s'il s'agit d'un os humain ou non. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est de l'os, parce que vous pouvez voir à la fois l'os cortical et l'os trabéculaire. Ici, c'est la forme de... C'est cohérent avec le fait que cela provienne d'un os long. Et tout ce que cela signifie, c'est que l'os est plus long que large, comme les os tubulaires formant bras, jambes, doigts et orteils. Mais le fragment lui-même est si petit qu'il y a très peu de marqueurs anatomiques, diagnostiques présents, où je pourrais montrer une forme, un aspect spécifique et dire que c'est 100% humain. Donc, cela pourrait être animal, mais ce n'est pas assez concluant pour dire que c'est animal. C'est exact, c'est exact. Parfois, quand vous êtes sur le terrain, vous pouvez regarder un os et dire « c'est clairement un os de cerf ou de raton laveur ou quelque chose comme ça ». C'est exact, c'est exact. C'est tout simplement trop petit et fragmenté pour pouvoir le faire maintenant. La diapositive suivante de la pièce ou la prochaine diapositive du PowerPoint ici. Maintenant, nous regardons l'exposé 21, je suis désolée, numéro 21 du laboratoire de criminalistique qui correspond à la page 6 de l'exposé 400. Qu'est-ce que nous voyons ici? Donc, le numéro 21 du laboratoire de criminalistique est une molaire supérieure gauche, donc c'est votre mâchoire supérieure, la deuxième molaire à gauche, l'une de vos grosses dents du fond avec lesquelles vous broyez la nourriture. Et est-ce que vous avez analysé cela ou... Je l'ai examiné et confirmé que c'était humain lors de sa découverte sur le terrain. C'est morphologiquement le motif des cuspides, la forme générale de la dent qui est caractéristique d'un humain. D'accord. Et vous consultez-vous un dentiste légiste? Oui, je le fais. Et qui est ce dentiste légiste que vous consultez? Dr. Gabriel Legros. Et il a également été sollicité au cours de cette enquête, n'est-ce pas? Oui, je crois qu'il a examiné cette dent. D'accord, passons à la diapositive suivante. Et ceci serait la pièce 48. Et c'est une photo du numéro 21 sur le terrain, c'est bien ça. C'est exact. Je ne sais pas si c'est votre main ou celle d'un membre de votre équipe, mais quelqu'un tient la dent pour montrer son apparence sur le terrain, c'est bien ça? C'est exact. Et en passant à la diapositive suivante, qui est la page 7 de la pièce 400. Si nous pouvons simplement zoomer un peu là-dessus, pouvez-vous nous dire ce que nous voyons ici? Le numéro 22 du laboratoire de criminalistique est un autre minuscule fragment d'os. Parce qu'il est tellement petit et qu'il n'y a presque aucune anatomie squelettique préservée, il n'est pas possible de dire de quel os précis il provient et il n'est pas possible d'affirmer de façon concluante qu'il s'agit d'un os humain plutôt que d'un autre animal non humain. Vous avez des cercles sur les deux objets du bas ici. Pourquoi ces objets sont-ils entourés? Je vous montre juste ici, là où se trouve le pointeur laser, qu'il y a une zone de calcination. Et donc, c'est le type de changement de couleur le plus avancé que l'on observe avec l'exposition au feu. Et puis, en bas à droite, juste là, c'est un bon exemple de carbonisation sur ce petit fragment osseux. Alors, sait-on scientifiquement combien de temps il faut pour passer de l'état d'os normal à la carbonisation, puis à la décomposition complète de l'os? On ne peut pas le dire précisément parce que si on fait varier le temps ou la température, on peut obtenir ces résultats. Mais cela prend plus de temps pour arriver jusqu'à la calcination. Et plus longtemps, comme des heures, Je devrais dire plus longtemps ou à une température plus élevée. des heures, des jours, des semaines. Ça dépend de l'intensité du feu. Et tu sais quelque chose sur l'acide sulfurique? Autant que n'importe qui l'ayant utilisé à la maison.
Et je connais aussi ses applications dans des circonstances médico-légales. Donc, en ce qui concerne la chair humaine, cela peut-il avoir un impact sur la chair humaine? Oui, l'acide sulfurique est, vous savez, un acide corrosif, et donc l'exposition aux tissus humains entraînera leur destruction. D'accord, passons à la diapositive suivante, qui est la page 8 de la pièce 400. Qu'est-ce que nous voyons ici? Ceci est un très petit fragment osseux provenant d'une côte, mais il est tellement petit qu'il ne conserve pas suffisamment de repères anatomiques ni la morphologie générale d'une côte pour affirmer de façon concluante qu'il s'agit d'un os humain. Quel était le numéro de laboratoire criminel pour celui-ci? Numéro de laboratoire criminel 30. D'accord. Et passons à la photo suivante ici. Numéro de laboratoire criminel 31 est un petit fragment de voûte crânienne. Quand nous parlons de voûte crânienne, il s'agit de la grande structure arrondie qui protège votre cerveau. L'os crânien ressemble un peu à un sandwich. Il possède deux parties extérieures solides et une partie spongieuse qui se trouve entre ces parties solides. On peut voir cette structure dans ce fragment, mais le fragment lui-même est si petit qu'on ne peut pas déterminer avec certitude de quelle partie du crâne il provient. Sa petite taille ne permet pas d'affirmer avec certitude qu'il vient d'un humain. Mais nous pouvons dire qu'il provient d'un crâne. C'est exact. Juste pas un crâne humain. Cela pourrait venir d'un crâne humain, mais nous ne pouvons l'affirmer avec certitude. D'accord. Et pour continuer, donc, je crois l'avoir mentionné, mais la diapositive précédente était la page 9 de la pièce 400. Et maintenant, en passant à la page 10 de la pièce 400, il s'agit maintenant de la pièce numéro 33 du laboratoire criminel. Qu'est-ce que nous regardons ici? C'est un autre fragment d'os long, non? Un os tubulaire, plus long que large, assez petit. Encore une fois, il est tellement petit qu'il ne conserve pas assez de repères anatomiques ou de forme générale pour dire de façon concluante si c'est humain ou non, ou pour dire de façon certaine de quel os il provient. Mais de façon générale, sa taille est cohérente avec, disons, un os long, comme une phalange humaine, qui est un os du doigt, ou peut-être un métacarpien, qui sont les os de la paume, ou peut-être, vous savez, les orteils, ou les os de la voûte plantaire, qui sont tous des os longs et relativement petits. Et donc, est-ce que nous avons de ces traces de carbonisation ou des preuves de brûlure sur cet os ici? Oui, il y a des traces de carbonisation, des preuves de carbonisation que vous pouvez voir juste le long des bords ici. La partie qui n'est pas carbonisée est celle qui se trouve au centre de l'os pendant la vie. Et puis, si vous le retournez, vous pouvez voir que l'extérieur est également carbonisé. Donc, il est presque complètement carbonisé. Passons donc à la page suivante. Donc, il s'agit de la page 11 de la pièce 400. Oui, le numéro 34 du laboratoire de criminalistique est un autre fragment d'os calciné. Donc, encore une fois, il est trop petit et conserve trop peu d'anatomie squelettique pour dire avec certitude d'où il provient en termes d'os spécifiques ou pour affirmer de façon concluante qu'il est humain, mais l'os lui-même est calciné. Et ensuite, en passant à la page suivante, qui est la page 13, parce que je crois que la page 12 indiquait simplement qu'il y avait un numéro 36 au laboratoire de criminalistique et qu'il a été déterminé que ce numéro ne correspondait pas à un élément squelettique. C'est exact. Donc, nous passons ensuite à la page 13 de la pièce 400, qui correspond au numéro 37 du laboratoire de criminalistique. Le laboratoire de criminalistique numéro 37, de la même manière, concerne un très petit fragment osseux que vous ne pouvez pas classer comme un élément spécifique ni affirmer de façon concluante qu'il est humain. Et c'est un morceau d'os calciné. Et encore une fois, vous utilisez ce mot trabéculaire. Qu'est-ce que c'est? Pouvez-vous me dire ce que cela signifie? Encore une fois, trabéculaire. Qu'est-ce que l'os trabéculaire que vous pouvez voir juste là? C'est un peu difficile à voir à l'écran. C'est de l'os spongieux, donc à l'intérieur de nombreux os, vous avez cet os trabéculaire qui ressemble à un os filamenteux. Et pendant votre vie, c'est là que se trouve votre moelle, donc votre moelle osseuse, et aussi la moelle qui stocke la graisse se trouve à l'intérieur de cet os trabéculaire.
Et ensuite, en passant à la diapositive suivante, donc ce serait la page 14 de la pièce 400, numéro 38 du laboratoire de criminalistique. Oui, c'est un autre petit fragment osseux. Dans ce cas, il ne présente aucune altération thermique, donc pas de carbonisation ni de calcination. Mais encore une fois, le fragment osseux est tellement petit qu'il n'a pas été possible de déterminer de façon concluante s'il était humain ou de l'identifier comme un type d'os spécifique. D'accord, passons à la page 15 de la pièce 400. Qu'est-ce que nous voyons ici? Ceci est CrimLab 39. Il s'agit donc d'un petit fragment osseux, mais celui-ci, nous pouvons dire de façon concluante qu'il est humain et nous pouvons également reconnaître un type d'os spécifique. Donc, sur l'écran juste là, vous pouvez voir ce qu'on appelle la facette articulaire supérieure d'une vertèbre lombaire. Les vertèbres constituent votre colonne vertébrale ou votre dos. Les vertèbres lombaires constituent la partie la plus basse de la colonne. Pour la plupart d'entre vous, elles sont probablement appuyées contre le dossier de la chaise et c'est aussi la partie la plus arrière de la vertèbre, appelée pédicule, et puis aussi une petite zone appelée le processus mammillaire, et presque tout le petit fragment est carbonisé. La forme et la taille de la vertèbre sont typiquement humaines d'un point de vue diagnostique. Et encore une fois, c'est essentiellement à cause de la nature et de la forme de cet os, n'est-ce pas? Oui. Il y a suffisamment d'os préservés ici, et dans ce cas, plusieurs repères anatomiques sont conservés que nous pouvons utiliser pour classer les os dans un type spécifique, dans ce cas, une vertèbre lombaire. Et on reconnaît que c'est propre à notre espèce Homo sapiens. Et je vais vous montrer. Pièces à conviction 52, 55, 56, 57, 58, 59 et 60. Ce sont toutes des photos dont le lieutenant Nails a déjà témoigné, et si vous pouviez simplement les parcourir brièvement, est-ce que ces photos représentent les os dont nous venons de parler? Oui, plusieurs. Et certains d'entre eux, il n'y a pas de repère au sol, c'est bien ça? C'est ça. Certains ont été trouvés dans des tamis. D'accord, je vais juste en prendre 2 à la fois et les montrer au jury pour leur rappeler. Donc, voici les pièces 52 et 55. Quels os voyons-nous ici, dans les pièces 52 et 55? Ce serait le numéro 30, je crois, ainsi que 52, 31 et 55. Et ensuite, le suivant est 65, je suis désolée. 56 et 57. Quel numéro de pièces examinons-nous? Donc, laboratoire de criminalistique 33 et laboratoire de criminalistique 34. D'accord. Maintenant, 58 et 59. Donc, 58, c'est 37, qui est ce fragment de vertèbre lombaire, et puis 38 est un autre os, dont je ne sais pas si on a déjà parlé. Je pense que 37 pourrait être celui qui a été... Non. Oui, 38 est un petit fragment osseux, non identifié comme humain ou d'un type d'os précis. Ignore celui-là alors. On va faire le 60 ici, donc on fera le 59 et le 60. Donc 38 et 39. 38 et 39. Correct. Et ensuite, passons à... Je me suis un peu avancée là. Donc 16, qu'est-ce qu'on regarde ici au point 16? Oui, le numéro 7 ou le numéro 37 est un fragment, un morceau fragmentaire d'un corps vertébral humain.
Donc les vertèbres, les os qui composent votre colonne vertébrale, ont une partie qui part vers l'arrière, qui se projette en arrière et qui se connecte aux muscles qui vous permettent de bouger votre tronc. Et puis, ce sont les corps des vertèbres qui supportent réellement le poids de votre torse. Et donc, ce que nous avons ici, c'est un morceau de corps vertébral humain. La taille et la forme de ce morceau suggèrent qu'il provient soit de la région thoracique de la colonne vertébrale, c'est-à-dire les vertèbres qui se connectent à vos côtes, soit de la région lombaire de la colonne vertébrale, qui est la partie la plus basse de votre dos. Cet os lui-même est identifiable comme humain d'après sa morphologie, sa forme générale. Et ensuite, il présente un mélange de carbonisation et de calcination. Et au-delà de cela, il présente également une petite excroissance ostéoarthritique qui est reconnaissable et encore préservée. Et qu'est-ce que cela signifie exactement? En général, plus on vieillit, plus la probabilité que cela se produise augmente, mais si la génétique joue un rôle, évidemment, votre mode de vie aussi. Mais au cours de la vie adulte, certaines personnes vont développer de petites excroissances osseuses autour des articulations. Et donc, chaque vertèbre forme une articulation avec celle du dessus et celle du dessous. De petites excroissances ostéoarthritiques peuvent alors se former, comme on en voit une ici. Et ensuite, donc ça, c'était la page 16 de la pièce 400. En passant à la page 17 de la pièce 400, oui. Donc, à la page 17, vous pouvez voir dans le cercle l'éperon osseux arthrosique. Et puis, il y avait aussi dans le récipient étiqueté numéro 37 toute une série de petits fragments trabéculaires calcinés et carbonisés, ce tissu osseux spongieux qui se trouve à l'intérieur de nombreux éléments du squelette. Vous pouvez les voir ici. Donc, certains sont blancs et calcinés, d'autres sont foncés et carbonisés, ce qui reflète une exposition au feu. Et est-ce que cela montre différents niveaux d'exposition ou pas du tout ou... Oui, si vous regardez ici, vous voyez un niveau de calcination sur ce fragment d'os. Cela indique qu'il a atteint un point où tout l'aspect organique de l'os a été détruit par l'exposition à la chaleur, alors que celui juste à côté est carbonisé et n'a pas tout à fait atteint ce niveau de calcination. Donc, cela montre une variété de types d'exposition au feu ici. Et à un certain moment, que se passe-t-il pour l'os lorsqu'il est exposé plus longtemps au feu? Ensuite, il devient calciné, ce qui le rend presque crayeux, parce qu'il ne reste plus que l'aspect minéral de l'os. Et peut-on identifier l'os simplement en regardant la terre? Eh bien, généralement, il restera entier à moins qu'il ne soit pulvérisé. Et donc, même dans ce fragment lombaire, ou non, excusez-moi, ce fragment de corps vertébral que nous avons ici, il reste reconnaissable, même si une grande partie est calcinée. Et comment pourrait-on pulvériser un os après le processus de combustion? Comme dans la crémation moderne, vous savez, commerciale, les corps sont brûlés, puis ils sont séparés à l'aide d'équipements mécaniques. Donc, tout ce qui permettrait de manipuler mécaniquement un os très calciné et crayeux pourrait entraîner une destruction osseuse plus importante. Est-ce qu'une pelle, par exemple, pourrait le faire? Est-ce que ce serait assez solide? Oui, selon le niveau de calcination, oui. Est-ce qu'un objet comme un marteau pourrait le faire? Est-ce que ce serait assez solide? Oui, selon le niveau de calcination, oui. On passe à la page 19. Qu'est-ce qu'on regarde ici? La page 19 montre quelques fragments d'os supplémentaires. Donc, les deux du haut sont un fragment de voûte crânienne qui, sur la surface ectocrânienne, c'est-à-dire la partie vers les cheveux, est principalement calciné. Et ensuite, sur la surface endocrânienne, il est carbonisé. Ce fragment d'os est très petit. Donc, encore une fois, nous ne pouvons pas dire de façon concluante de quel os il provient, ni même, dans ce cas, qu'il s'agit à coup sûr d'un os humain, mais sa forme générale est cohérente avec ce qui serait très probablement une partie du frontal humain, qui est l'os qui forme votre front. Et sur le côté de cette diapositive PowerPoint, de quel laboratoire de criminalistique ou de quel contenant proviennent ces fragments? Numéro 42.
Et cela vient-il du tamisage si vous vous souvenez, du tamisage du 30 ou de la mise sous scellé du 29? Je crois que cela vient du 29. Y a-t-il autre chose sur cette diapositive du 19 qu'il faut discuter? Le conteneur 42 contenait également quelques petits, très petits fragments d'os qui étaient principalement calcinés, comme vous pouvez le voir ici. Et ce sont principalement des os trabéculaires. Ces fragments n'ont pas pu être identifiés à un os spécifique et on ne peut pas affirmer de façon concluante qu'ils sont humains. Et maintenant, passons à la page 20 de la pièce 400. Qu'est-ce que nous regardons ici? Tout en haut, il y a deux vues d'un fragment de diaphyse d'un os long provenant d'un os long plus grand, probablement quelque chose comme un tibia ou un fémur. Mais encore une fois, ils sont relativement petits et ne présentent pas de points de repère anatomique préservés pour dire s'ils sont de façon concluante humains ou même de quel os spécifique ils font partie. Mais ils sont principalement calcinés, comme vous pouvez le voir avec cette teinte grise, avec un peu de carbonisation dans certains coins. Et tout en bas, il y a aussi, provenant du 42, un autre ensemble de petits fragments d'os longs qui sont probablement issus d'un animal non humain. D'accord. Et maintenant, est-ce qu'on peut dire que cela conclut les fragments d'os qui sont inclus dans le rapport de la pièce 400? C'est bien ça, c'est bien ça. Et enfin, la dernière chose contenue dans la pièce 400 est un résumé de vos conclusions en anthropologie médico-légale, c'est bien ça? C'est exact. Et donc, quelles étaient ces conclusions anthropologiques en ce qui concerne le mois de juin? Conclusion. À partir de cette brûlure de surface, nous avons récupéré du matériel humain diagnostique, squelettique et dentaire, dont l'écrasante majorité avait subi des modifications thermiques, toutes liées à la chaleur sur les os, y compris le noircissement et la calcination. Et donc, avons-nous pu dire quoi que ce soit sur le sexe des os ou quelque chose de ce genre? Les restes étaient trop fragmentés pour établir un profil biologique du défunt. Nous n'avons donc pas pu dire de façon concluante si l'individu était un homme ou une femme. Nous n'avons pas pu dire de façon concluante quel âge ils avaient au moment de leur décès. Nous ne pouvions pas savoir de quel groupe de population ils étaient, ni s'ils étaient blancs, noirs, asiatiques, amérindiens ou leur taille. Mais nous pouvions dire que des restes squelettiques humains avaient été retrouvés sur cette zone brûlée et que ces restes squelettiques humains avaient été considérablement altérés par l'exposition au feu. D'accord. Et Madame la juge, vous voulez que je continue, n'est-ce pas? Ou bien nous passons à un autre rapport maintenant, mais je peux continuer jusqu'à... Continuer, d'accord. Donc, à un moment donné, vous a-t-on demandé de revenir à ce lieu dans le comté de Dodge? Oui, on me l'a demandé. Et quand vous a-t-on demandé de revenir à cet endroit? C'était à la fin du mois d'octobre de cette même année. Et vous souvenez-vous pourquoi on vous a demandé de revenir à cet endroit? On m'a demandé de revenir car nous avions trouvé. Il y avait si peu de restes du défunt que nous pensions ou que les enquêteurs pensaient qu'il valait la peine d'organiser une nouvelle fouille de la propriété afin de retrouver certains des éléments manquants du squelette de ce défunt. Et vous souvenez-vous de là ou des dates précises auxquelles vous êtes retourné sur la propriété? Je crois que la première fois que je suis revenu, c'était le 24 octobre et la deuxième fois, c'était le 30 octobre. En parlant du 24 octobre, pouvez-vous expliquer ce qui s'est passé? Eh bien, d'abord, avec qui étiez-vous ce jour-là quand vous êtes revenu le 24 octobre? Oui, le 23 octobre, j'ai été contacté par le médecin légiste du comté de Dodge qui m'a demandé de l'aider lors d'une fouille de la propriété le 24. Et donc, je me suis rendu sur la propriété dans la ville de Climbing et j'ai participé à une fouille systématique en ligne de la propriété. Nous avions du personnel du bureau du shérif du comté de Dodge, du bureau du médecin légiste, moi-même, et nous nous sommes alignés essentiellement épaule contre épaule pour traverser la propriété,
remuer les feuilles et chercher toute preuve de restes humains squelettisés. Lors de cette première phase de fouille, nous avons trouvé des os, mais au début, j'ai pu tous les identifier comme appartenant à des animaux non humains. À un moment donné, avez-vous observé ce que vous pensiez être un os humain le 24 octobre? Les enquêteurs du bureau du shérif du comté de Dodge m'ont rappelé dans la zone de la brûlure de surface, et juste à côté, ils avaient trouvé ce qu'ils pensaient être des fragments d'os éparpillés. Après m'être rendu dans cette zone et avoir examiné ces os éparpillés, j'ai pu reconnaître plusieurs éléments squelettiques identifiables comme humains posés à la surface du sol. Et quoi? Le 24 octobre précisément, quel processus a été utilisé pour collecter et fouiller dans cette zone? Nous avons signalé les restes, les ossements présents à la surface, puis nous avons utilisé une autre grille afin de récupérer ces restes et voir si nous pouvions en trouver d'autres. Réenfouis dans la terre, nous avons tamisé celles que nous avions extraites. Et y avait-il seulement une zone qui a été quadrillée et fouillée le 24? Pour ce qui est du quadrillage et de la fouille, oui. Et ce qui était intéressant, c'est que lorsque j'ai vu les restes squelettisés, éparpillés, il semblait que ce type de dispersion avait été causé par un charognard carnivore. Et près de l'endroit où ces restes étaient éparpillés, on pouvait voir un petit trou qui semblait avoir été creusé par un charognard carnivore. Cela avait-il une signification particulière pour vous? Ça l'était pour moi parce que c'était une zone adjacente à la brûlure de surface, et donc il semblait que certains restes humains avaient été placés sous la terre à côté de la brûlure de surface. Et qu'à un moment donné, après notre départ en juin, des charognards carnivores l'ont localisé. Ce n'était pas profond, donc ils ont pu creuser dans cette zone et en extraire des restes humains. Donc ensuite, Très bien, c'est un bon moment pour faire une pause. Veuillez continuer. alors, docteur, je crois que lorsque nous nous sommes arrêtés avant le déjeuner, nous parlions des recherches du 24 octobre. Nous avons effectué une recherche en quadrillage similaire à celle du 30 juin 2024. Je suis désolée, pas janvier, mais bien le 30 juin 2024. Nous avons seulement fait une recherche en quadrillage dans une zone le 24 octobre, c'est bien cela? Oui. Et c'était une zone juste adjacente à celle qui a été fouillée en quadrillage le 30 juin, c'est bien ça? C'est exact. Et ensuite, êtes-vous également retourné sur les lieux une deuxième fois en octobre? Oui, le 30 octobre. Et après, que s'est-il passé ce jour-là? Ce jour-là, nous avons fait des fouilles supplémentaires encore plus loin, un peu dans les zones adjacentes à celles sur lesquelles nous nous étions concentrés le 24 octobre. Et puis, nous avons également organisé une grande recherche en ligne sur la propriété où un grand groupe de personnes marchaient ensemble. Vous savez, épaule contre épaule. Ainsi, nous pouvions avoir une vision croisée sur toute la propriété pour rechercher d'autres restes humains éparpillés. Au cours des recherches des 24 et 30 octobre, d'autres restes humains ont-ils été découverts? Oui. Lors de cette fouille, est-ce que l'équipe du laboratoire criminel était sur les lieux ou seulement le bureau du shérif? Juste le bureau du shérif cette fois. Donc, nous n'avions pas ces marqueurs verts du laboratoire criminel. Marqueurs, n'est-ce pas? C'est exact. Nous avions juste des drapeaux orange à chaque élément important, n'est-ce pas? C'est exact. Et avez-vous également rédigé des rapports basés sur vos découvertes lors des fouilles du 24 et du 30 octobre? Oui, je l'ai fait. Je vous montre ce qui a été marqué comme pièce à conviction 401. Reconnaissez-vous cette pièce à conviction? Oui, je la reconnais. Et quelle est cette pièce à conviction? C'est le rapport que j'ai rédigé à la suite de notre perquisition en octobre.
Je demande que la pièce 401 soit versée au dossier et l'autorisation d'en publier des extraits au jury. Aucune objection. Elle sera acceptée. Autorisation de publication accordée, c'est bien cela? Donc, nous regardons, c'est un peu petit à l'écran, mais est-ce que c'est la couverture? Je pense que c'est la première page de la pièce 401, c'est bien ça. C'est exact. La page de couverture porte le même numéro du laboratoire criminel et maintenant un numéro du médecin légiste du comté de Dodge, c'est bien ça? C'est exact. Et maintenant, celui-ci est daté de février 2026, c'est bien ça? C'est exact. Et c'est la même agence qui est impliquée que dans le premier rapport de août 2024, est-ce exact? C'est exact. Maintenant, en allant à la première page de la pièce 401, qu'avons-nous ici? Donc, ceci est la gauche. Il s'agit en fait d'une grande collection d'os qui sont soudés ensemble provenant d'un crâne humain. Donc, cela inclut la pyramide pétreuse gauche, donc une partie de l'os temporal gauche, ainsi que ce qu'on appelle la portion basilaire de l'occipital, qui est l'os qui se trouve directement à la base de votre crâne, et il forme la bordure avant du trou qui relie votre colonne vertébrale à votre cerveau. Et puis, il y a juste un tout petit peu plus d'occipital à cet endroit-là. Cela inclut un trou pour le canal hypoglosse, qui est le nerf qui permet à votre cerveau de sortir et de contrôler différentes parties de votre physiologie. Et vous avez dit, je suis désolé, de quel côté de la pyramide pétreuse? C'est le côté gauche. Donc, si vous regardez ici, c'est la pyramide pétreuse gauche et elle est fusionnée avec une partie de l'os occipital. Et donc, en juin, nous avions trouvé la pyramide pétreuse droite de l'os temporal droit, donc la pyramide pétreuse de l'os temporal droit. Et dans ce cas, nous avons la pyramide pétreuse de l'os temporal gauche. Et ceci est la page 3 de la pièce 401, c'est bien ça? C'est exact. Maintenant, en passant à une image qui se trouve à la page 4 de la pièce 401, qu'est-ce que nous voyons ici? Donc, il s'agit de quelques morceaux supplémentaires de l'os temporal gauche. Cette partie-ci constitue le côté gauche de votre tête. Ce que beaucoup de gens considèrent comme leur tempe, c'est cette partie juste ici. Et juste là, c'est la partie qui forme en fait l'espace où votre mâchoire inférieure ou mandibule se connecte à l'articulation temporomandibulaire avec le reste de votre crâne. Et donc, ce ne sont que quelques vues de cet os. Et cet os a subi quelques altérations thermiques. Donc, sur le côté de la tête, juste au-dessus de l'oreille, vous pouvez voir qu'il y a des traces de carbonisation, mais une absence d'altération thermique un peu plus bas. Et puis, il y a un petit morceau juste ici qui constitue ce qu'on appelle le processus zygomatique de l'os temporal gauche, qui est une petite arche osseuse sur le côté de votre crâne, et celui-ci est également carbonisé. Et juste à côté, il y a un morceau du pariétal. Ce sont deux morceaux pouvant être assemblés. Les pariétaux forment une grande partie de la voûte crânienne à gauche et à droite, comme la couronne de la tête. Et voici une section qui préserve une partie de l'anatomie appelée la crête pariétale, juste ici. Et cela se connecte à un autre morceau du pariétal et s'ajuste parfaitement. Ce pariétal a subi à la fois du noircissement et de la calcination sur la partie externe du crâne. Vous pouvez voir la partie blanche ici. Et puis, l'autre face se trouve juste ici. Et cela montre ces morceaux du pariétal qui peuvent être réassemblés et qui sont carbonisés. Et en fait, cela peut être un peu difficile à voir, mais il y a des tissus mous carbonisés qui sont reliés au cerveau, ainsi que le tissu mou qui le recouvre, qui a été brûlé et qui adhère encore à ces fragments osseux. Et puis, ceci est juste un autre morceau de pariétal. Maintenant, en passant à la page 5 de la pièce 401, qu'est-ce que nous regardons? Oui, donc tout en haut, juste ici, nous avons quelques morceaux d'un os appelé le sphénoïde. Le sphénoïde est cet os qui est un peu coincé au milieu de votre crâne, mais qui constitue une partie de sa base. Et au sommet de la base du sphénoïde, il y a un petit trou. Ce trou est appelé la fosse hypophysaire de la selle turcique. Et votre glande pituitaire se trouve à l'intérieur de cette petite dépression. Et donc, c'est un morceau de cet os sphénoïde.
Il se trouve juste au milieu de votre crâne et constitue une partie du plancher de votre cerveau. Pas d'altération thermique ici, mais les fractures sur les bords sont compatibles avec une survenue au moment du décès. Elles ne sont pas plus claires en couleur. Elles semblent cohérentes avec l'os cortical environnant, donc cela aurait eu lieu au moment où cet individu est décédé. Ensuite, sur les deux suivants, il s'agit d'autres fragments, dont un autre morceau du sphénoïde, retourné. C'est un seul fragment du sphénoïde. Appelé ptérygoïde, une lame ptérygoïdienne est une projection à la base du crâne reliée à des ligaments et autres structures. Et puis tout en bas, il y a un autre morceau du sphénoïde. Et donc, ce sont des versions inversées de ce qu'on appelle la grande aile du sphénoïde. Et elle comprend, la grande aile abrite une partie de votre cerveau, comme le plancher fait partie de votre cerveau, et elle constitue aussi la plaque arrière de la paroi de l'un de vos yeux. La plupart de cette zone n'a pas été altérée thermiquement, seule une petite partie de la plaque orbitaire est carbonisée. Sinon, le reste n'a subi aucune altération thermique, mais les fractures sur tous ces fragments osseux sont cohérentes avec des fractures survenues autour du moment du décès. Et qu'est-ce que cela signifie, des fractures autour du moment du décès? Est-ce que cela veut dire, pouvez-vous expliquer un peu plus comment vous pouvez le déterminer? En anthropologie, nous reconnaissons la période périmortem, donc autour du moment du décès, l'os se casse d'une manière caractéristique, car il conserve encore ses propriétés vivantes. Et donc, l'os aurait encore eu les fluides et les graisses qu'il avait durant la vie. Si vous prenez un os et que vous attendez longtemps après la mort, pas forcément très longtemps, mais cela dépend de la durée du processus de décomposition, et que cet os devient déshydraté, alors il se cassera, il va plutôt se briser d'une manière qui n'est pas caractéristique de la façon dont il se casse durant la vie. Et donc les fractures que nous voyons ici et la couleur des bords de fracture, qui sont cohérents avec le reste de l'os observable, indiquent que ces fractures se sont produites pendant la période périmortem. Et ensuite, vous avez dit que seuls ces deux os tout en bas présentent des traces de carbonisation. C'est bien ça? Rien d'autre sur cette page? Le reste ne présente aucune trace de carbonisation. Et est-ce que cela indique quelque chose? Je veux dire, premièrement, vous avez dit que cela s'est produit autour du moment du décès, mais le feu lui-même n'est probablement pas ce qui a causé les fractures à cause de l'absence de carbonisation. C'est bien ça? C'est exact. En passant à la page 6 maintenant, qu'observons-nous ici? Une partie du processus alvéolaire du maxillaire gauche. C'est un fragment sans carbonisation. Les bords de la fracture indiquent une rupture survenue en période périmortem. Et puis tout en bas, donc le maxillaire et votre mâchoire supérieure. Donc c'est comme la partie arrière de votre mâchoire supérieure. Et puis tout en bas, vous avez deux vues différentes d'un même fragment osseux. Ceci est le fragment osseux, où en fait ce sont les os palatins gauche et droit, une portion de chacun. Les os palatins constituent environ le tiers postérieur de votre palais dur. Si vous touchez votre palais, d'accord, c'est le tiers postérieur de la partie dure de votre palais. Et ceci se trouve exactement au centre de cela, le long d'une structure appelée la suture palatine médiane postérieure. Et encore une fois, sur toutes celles qui sont illustrées ici, les fractures sont cohérentes avec une survenue dans la période périmortem. Dans la pièce à conviction 400, nous avons parlé d'une dent que nous avons trouvée. Je crois qu'au final, la dentiste a identifié cela comme étant la dent numéro 15. Est-ce que c'est proche de l'endroit où cet os est situé? Je veux dire approximativement, je suppose, mais cela ne fait pas partie du palais postérieur ou du processus alvéolaire postérieur du maxillaire. Ce n'est pas une partie qui avait réellement des dents. Compris. Passons à la page suivante du 401, page 8. Oui, donc ici, il y a 3 os différents représentés, un peu retournés, qui font partie de votre mandibule ou mâchoire inférieure. Donc, tout en haut, c'est le ramus droit de la mandibule. Voilà. Donc, c'est la partie de votre mâchoire inférieure qui remonte et entre en contact avec le reste de votre crâne. Et il n'y a aucune altération thermique du tout. Il présente cependant plusieurs fractures qui le traversent, toutes des fractures périmortem sur la mandibule. Et juste en dessous, il y a le condyle mandibulaire gauche.
Donc, c'est la partie de la mandibule qui s'insère réellement dans votre articulation temporomandibulaire et qui permet à votre mandibule de s'ouvrir et de se fermer. Et il y a une petite trace de carbonisation sur le côté, mais sinon les fractures sont périmortèmes. Et tout en bas, il y a l'angle gonial gauche. Et l'angle gonial est la partie la plus postérieure de votre mandibule qui forme une courbe. Et donc, celui-ci est considérablement altéré par l'exposition au feu. Et donc, sur le côté latéral, donc le côté qui forme en quelque sorte la partie extérieure arrière de votre mâchoire, c'est vraiment, vraiment carbonisé. Et puis, sur le côté médial, c'est une combinaison de certaines zones qui ne sont pas carbonisées et d'autres qui le sont. Les bords de cette fracture, cependant, sont en fait carbonisés. Et donc, le feu et l'exposition au feu pourraient avoir provoqué les fractures que nous voyons là. Alors que les fragments mandibulaires que nous avons ici en haut pour la branche montante droite de la mandibule ne présentent aucune trace de carbonisation sur aucune des surfaces de fracture. Et donc, ces fractures sur les figures 23 et 24 qui se trouvent en haut de la page, ce sont aussi des fractures qui se sont produites près du moment du décès, n'est-ce pas? C'est exact. Passons maintenant à la pièce numéro 9, à la page 9 de la pièce numéro 41. Qu'est-ce que nous regardons? Ceci est l'osioïde. Donc, l'osioïde est un os qui flotte et se trouve en quelque sorte dans la partie antérieure de la région de votre gorge. Et il s'attache à un ensemble de muscles dans la région de votre gorge. Et il est presque complet, mais il manque du côté gauche. Il est cassé exactement là où se trouve le pointeur, et il lui manque la grande corne et la petite corne correspondante de l'os hyoïde. Cependant, cette fracture n'est pas périmortème. Donc, si vous regardez la figure 31 dans le rapport, vous pouvez voir que les bords de la fracture le long de cette cassure sont vraiment clairs par rapport au reste de l'os hyoïde. Et cela indique qu'elles se sont produites post-mortem. Donc, il est très probable que l'os hyoïde ait été fracturé par un carnivore charognard. Et maintenant, en passant à la page 10 de la pièce 401, qu'est-ce que nous voyons ici? Oui, ceci est le cartilage thyroïdien ossifié. Donc, de votre vivant, vous avez un tas de cartilage qui se trouve à l'avant de votre gorge, un peu au niveau de la pomme d'Adam. Et avec l'âge, ce cartilage peut s'ossifier ou se transformer en os. Et chez ce défunt, c'est ce qui s'est passé. Et on peut voir ce cartilage thyroïdien ossifié sous plusieurs angles différents. Et est-ce que c'est carbonisé ou brûlé de façon visible ici? Aucune altération thermique n'a été observée sur cet élément. Passons à la page 11 de la pièce 401. Oui, donc ceci est le manubrium. Le manubrium est la partie supérieure de votre sternum, donc à peu près là où se trouve le nœud de ma cravate. C'est là que se situe le manubrium. Il se connecte à votre clavicule et à certaines côtes. Et donc parfois, ces connexions, qui sont normalement du cartilage, peuvent se transformer en os. Et donc chez cet individu, le manubrium, qui est de l'os, tout ceci est le manubrium ici. Ces connexions avec la première côte se sont en fait transformées en os et se sont ossifiées. Elles ressemblent à de petites projections ou cornes qui partent du manubrium. Et puis, lorsque vous regardez une partie de ce cartilage ossifié pour la connexion de la première côte, vous pouvez en fait voir tout en bas que les bords de la fracture sont assez clairs en couleur. Et puis, si vous regardez vraiment attentivement, ici, si j'arrive à garder ma main assez stable, juste là, il y a une marque de perforation conique. Et cette marque de perforation conique est produite par des carnivores charognards et leurs dents canines. Et donc, quand ils charognent des os et que leurs dents entrent en contact avec l'os, ils font ces petites perforations. Et donc, cela fournit une bonne preuve objective du fait que ces os ont été charognés par un carnivore et dispersés autour de la propriété. Et pour information, il se prélassait dans une zone au sommet de l'os, représentée dans la figure 37-36. Où je suppose que ce serait 20-36 à peu près à mi-hauteur de l'os. C'est une marque noire foncée à peu près à mi-hauteur de l'os dans la figure 36. En passant à la page 12 de la pièce 401, qu'est-ce que nous voyons ici?
Ceci est la clavicule gauche, ou ce que la plupart des gens appellent la clavicule. Voici la partie centrale, celle qui est proche du sternum. Et donc, elle est cassée, donc vous n'avez pas toute la clavicule qui s'étend, vous savez, de la partie centrale de votre torse jusqu'à votre épaule. Il ne reste donc que la partie médiale ou centrale de la clavicule. Les bords de la fracture ont une couleur similaire à l'os cortical environnant, indiquant une fracture survenue au moment du décès. Et donc, périmortem, y a-t-il un moyen de savoir ce qui aurait pu causer la fracture de cet os? Vous dites périmortem, donc autour du moment du décès, c'est bien cela? Oui, vers le moment du décès. Il pourrait s'agir d'un traumatisme contondant, mais c'est difficile à dire car peu de choses sont préservées ici. Et ensuite, passons à la pièce ou à la page 13 de la pièce 401. Oui, ceci est une portion similaire de la clavicule droite. La clavicule droite présente juste un peu de carbonisation sur la partie très inférieure. Et ensuite, sa fracture est probablement post-mortem. Et donc, vous pouvez voir que les bords de la fracture sont vraiment clairs à l'endroit où c'est cassé. Et donc, cela suggère que l'os a été cassé bien après la mort, après que cet os ait été exposé au sol et à d'autres types de mécanismes de coloration dans l'environnement environnant. Je suis désolée, en revenant à la page 12, la clavicule gauche, est-ce que la clavicule gauche présentait des traces de carbonisation ou d'altération thermique? Non, elle n'en avait pas. Page 14 de la pièce 401, qu'est-ce que nous voyons ici? Ceci est la première vertèbre cervicale, également appelée l'atlas. Donc, la partie inférieure de votre crâne repose sur cette vertèbre et cela vous permet de balancer la tête d'avant en arrière comme ceci, comme si vous disiez oui. Et nous n'en avons qu'une partie. Seule la portion antérieure de l'atlas est préservée. Et là où c'est cassé, les bords de la fracture sont clairs, ce qui indique qu'il s'agit d'une cassure post-mortem qui a probablement été causée par des carnivores charognards. Y a-t-il des traces de carbonisation ou des altérations thermiques sur celui-ci? Il n'y en a pas. Donc, est-ce que cela nous indique que cela n'était soit pas dans le feu, soit pas assez longtemps dans le feu pour avoir une carbonisation importante? Aucune preuve n'indique que ce fragment d'os ait été dans le feu. Donc, pour continuer, laissez-moi vous demander ceci. Y a-t-il un moyen de savoir si un os a déjà été exposé à un produit chimique comme l'acide sulfurique? Grâce à des analyses chimiques, Est-ce qu'on fait parfois ce genre d'analyse chimique sur ces objets? des échantillons ont, je crois, été prélevés, mais j'ignore si des chimistes l'ont fait. Nous passons à la page 15 de la pièce 401. Voici l'axis, donc c'est la deuxième vertèbre cervicale. Elle se trouve juste sous celle que nous venons de voir. Elle est également partielle. C'est seulement la partie la plus antérieure de cet os. Elle possède une particularité qu'on appelle le processus odontoïde, juste ici. Le processus odontoïde sert de pivot, permettant de tourner la tête de gauche à droite. Et donc, cela est préservé ici. Sur la face postérieure du corps de cet os, il y a une légère trace de carbonisation, juste un petit peu. Les surfaces de fracture de cet os n'ont pas de couleur différente. Elles sont cohérentes avec toutes les autres parties de l'os cortical environnant. Les fractures semblent être périmortem. Donc, avant cela, ou autour du moment du décès. Merci. Donc, et juste pour clarifier, tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent dans la pièce à conviction 401, tous les os de la pièce à conviction 401 provenant d'octobre sont tous de manière concluante humains. Oui, chacun d'eux est clairement et humainement diagnostique. En passant à la page 16 de la pièce à conviction 401, qu'est-ce que nous regardons ici? Donc, ce sont quelques fragments de vertèbres cervicales. Ainsi, les vertèbres cervicales, l'atlas et l'axis en font partie. Donc, quand on parle des vertèbres cervicales, ce sont les vertèbres qui constituent votre cou. Donc, ceci est le corps d'une vertèbre qui vient en dessous, vous savez, au moins sous l'axis. Et donc, vous pouvez voir le corps ici. C'est la partie portante d'une vertèbre. Elle va donc supporter le poids de votre tête et de votre cou.
et cette vertèbre est altérée par la chaleur. Presque toute est carbonisée. Et puis, il y a ici un petit fragment de vertèbre cervicale qui présente essentiellement juste une toute petite partie carbonisée, mais qui est principalement non altérée thermiquement. Et pouvons-nous dire, est-ce qu'il y a quelque chose? Y a-t-il des cassures ou des bords de fracture ici dont on peut dire quelque chose de concluant, ou bien à cause de la carbonisation, on ne peut pas? Ici, tout est carbonisé sur les bords de fracture. Ces fractures ont peut-être été causées par l'exposition au feu. Sur la vertèbre cervicale inférieure, certains de ces bords sont plus clairs et pourraient être d'origine taphonomique ou être survenus après la mort. Page 17 de la pièce 401, qu'est-ce que nous voyons ici? Ce sont deux fragments d'une vertèbre thoracique, donc les vertèbres qui composent la partie de votre poitrine où se trouvent vos côtes. Et donc, tout en haut, il y a un morceau d'une vertèbre thoracique qu'on appelle un processus transverse. C'est la partie de la vertèbre qui s'étend et fait la connexion avec la côte. Et donc, il est carbonisé, surtout sur son côté médial. Et donc, mais les fractures semblent être périmortèmes. Elles pourraient être dues à l'exposition au feu. Et puis, tout en bas, il y a un fragment, encore une fois, d'une vertèbre thoracique. C'est ce qu'on appelle la lame et la facette articulaire inférieure. Donc, une partie de celle-ci fait la connexion avec la vertèbre qui se trouve en dessous. Et c'est aussi complètement calciné, y compris sur la marge de la fracture. Donc, il est probable que cela se soit cassé à cause de l'exposition au feu. Et encore une fois, ces os sont indéniablement humains. Tous, oui. En passant à la page 19 de la pièce 401, qu'est-ce que nous voyons ici? Voici donc trois côtes différentes qui ont été récupérées. Celle-ci est la deuxième côte gauche et elle conserve en fait un peu de cartilage costal, qui est le cartilage qui relie la côte au sternum. Elle n'a pas été altérée par la chaleur. Ensuite, en bas de la figure 55, il s'agit d'une côte gauche, je crois. Et ça, oui, c'est encore une côte gauche. Oui, c'est une côte gauche. Et donc, elle est presque complètement préservée, mais présente des fractures sur la partie antérieure, ou plutôt vers l'avant de la poitrine, ainsi que sur les parties postérieures, avec juste un peu de carbonisation vers l'extrémité postérieure. Enfin, le dernier fragment de côte montre aussi une carbonisation sur certaines de ces surfaces fracturées. Et donc, il a probablement été fracturé à cause de l'exposition au feu. Encore une fois, ces os n'étaient pas marqués avec les numéros du laboratoire de criminalistique, donc nous ne pouvons pas faire de correspondance photo à photo comme nous l'avons fait auparavant. Mais certains os sont tellement distinctifs que nous pouvons en faire correspondre quelques-uns. Donc, je vais vous montrer pièce à conviction 219 et dites-moi, est-ce que l'un des os montrés sur cette page est exposé dans la pièce à conviction 219? Oui, ils le sont. Et où exactement, quel os pouvons-nous voir sur la pièce à conviction 219? Vous pouvez voir le manubrium. Vous pouvez aussi voir quelques fragments de côte. Et le manubrium dont nous avons parlé plus tôt, c'est bien ça? Oui. C'est tout en haut du sternum. Donc, et ceci vient, d'après le marqueur ici du bureau du shérif, cela aurait été localisé le 24, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Et en fait, je pense que c'est juste à côté ou même une partie de l'ensemble qui avait été perturbée par les carnivores. Et je vais simplement montrer au jury la pièce à conviction 219. Et nous avons parlé de toutes les figures sur cette page, n'est-ce pas? Correct. Maintenant, en passant à page à la page 20, qu'est-ce qu'on regarde ici? Ceci est un petit fragment de côte. Il est tellement petit qu'il n'est pas possible d'estimer ou de déterminer de quel côté du thorax il provient. Mais il présente une fracture qui est carbonisée d'un côté. Donc, en revenant aux côtes que nous avons vues ici sur la page 19,
Donc nous avons une fracture. Rappelez-moi, il y a une fracture qui a été causée. Par le feu dans le cercle, vous pouvez voir. Et puis, vous avez d'autres fractures qui sont potentiellement causées par des carnivores. Et puis d'autres qui sont probablement périmortem, en se basant sur leur bord irrégulier et le fait qu'elles ont une coloration osseuse cohérente avec l'os cortical voisin. Donc, est-il probable que ces os aient été exposés au feu à un moment donné avant d'être enterrés? On ne peut dire cela que pour la côte calcinée. La côte calcinée. Pour les autres os, on ne peut pas dire ça. Vous ne pouvez pas dire ça, mais au moins celle tout en bas, la pièce à conviction 57. Correct. D'accord, on passe à l'avant. Nous en avons déjà parlé, n'est-ce pas? C'est exact. Maintenant, en passant à la page 22 de la pièce 401, qu'est-ce que nous regardons ici? Oui, donc ceci est un tibia. C'est un tibia gauche, mais il a été vraiment fortement modifié par le charognage, ou je devrais dire par des rongeurs qui l'ont rongé. Et donc, si vous regardez, c'est un peu difficile à voir, mais juste ici, il y a tout un tas de stries parallèles le long de cet os. Donc, juste ici, vous pouvez voir ces stries parallèles, ici même. Vous pouvez voir les stries parallèles. Celles-ci sont causées par des rongeurs. Les rongeurs ont des incisives centrales qui poussent en continu et donc ils cherchent des objets durs à ronger pour user ces incisives centrales. Et donc, ils prennent souvent des os et les utilisent pour user un peu leurs incisives. Ainsi, les rongeurs ont vraiment modifié de manière significative ce fragment d'os en le rongeant partout, au point qu'il en est altéré. C'est la forme générale de l'os. Et juste pour que ce soit clair, l'endroit que vous montriez était le milieu de la figure, le milieu de la figure 61 à la page 22 de la pièce 401. Et ensuite, sur le bord extérieur gauche, c'est bien ça, c'est exact. Et ensuite, y a-t-il autre chose dans les pièces 4, 65 et 66 qui soit significatif? Oui, sur les pièces 63 et 64, il y a des stries le long de cet os et essentiellement une coupe droite qui indique qu'il a été coupé par une scie. Et avons-nous jamais pu établir de correspondance concluante avec un type de scie quelconque? Pas à ma connaissance, mais la seule chose que j'ajouterais, c'est que cet os a été extrêmement altéré par le rongement causé par des rongeurs. Et donc il n'est pas possible d'affirmer de façon concluante qu'il s'agit d'un os humain. Donc, en passant à la page 23 de la pièce 401, qu'est-ce que nous voyons ici? Cela montre l'extrémité détruite d'un côté du tibia, puis l'extrémité coupée avec les stries. Est-ce que c'est le même os que nous regardions à la page 22? Oui, c'est le même os, d'accord. Et est-ce qu'on peut dire que il n'y avait pas d'autre exploration effectuée à ce sujet parce qu'il aurait fallu faire des tests pour déterminer de manière concluante s'il s'agissait d'un os humain? Ça aurait pu être un autre type d'os. La famille avait des animaux et ce genre de choses. Donc, il aurait fallu faire des analyses supplémentaires pour vraiment examiner cet os. Et vu la quantité de preuves qu'on avait, on n'a pas fait d'analyse supplémentaire. C'est exact, oui. C'est juste. En passant à la pièce ou à la page 26 de la pièce 401, qu'est-ce qu'on regarde ici? Ce sont des fragments. Ce sont de petits fragments qui proviennent très probablement d'un fémur humain, donc de l'os de la cuisse. Et donc, ce sont des fragments qui proviendraient de la diaphyse de cet os. Malheureusement, ils sont assez limités en termes de taille, donc affirmer de façon concluante qu'ils sont humains n'est pas possible. Ils ont également été, comme le dernier os, considérablement altérés par des traces de rongement de rongeurs. Vous pouvez voir cela tout le long de ces bords, ce qui a enlevé une grande partie de l'os, même sur ces fragments relativement petits. Donc ce fragment d'os ici est très probablement un fémur. Le fémur, simplement en se basant sur sa forme et sa taille générale,
a également été calciné, c'est-à-dire qu'il est presque complètement calciné sur toutes ses surfaces, avec certaines zones carbonisées à cause de l'exposition au feu. Et j'ai témoigné à ce sujet avant le déjeuner. Impossible de savoir combien de temps cela est resté dans le feu sans connaître la durée de combustion et la température. Oui. Pas de durée précise, je ne sais pas. En passant à la page 27 de la pièce 401, qu'est-ce qu'on regarde ici? Oui. Ce sont d'autres fragments d'os longs qui sont calcinés et carbonisés. Et peut-on dire de quelle partie du corps ils proviennent? Ils viennent sans doute du fémur ou du tibia. Peut-on dire qu'il s'agit d'os humains? Pas de façon concluante. Et ensuite, page 28. Des fragments d'os supplémentaires carbonisés et calcinés. Peut-on dire de quelle partie du corps ils viennent? Pour ceux-ci, il s'agit probablement aussi de fragments d'os longs, mais nous ne pouvons pas dire de façon concluante l'endroit précis. Je veux juste montrer il y a beaucoup de photos dans cette affaire. Je ne vais pas toutes vous les montrer, mais je veux juste en passer quelques-unes en revue. Donc, nous allons faire 21, 20 ou 221, 222, 227, 228, 231 et 234. Commence avec ceux-ci. Si tu peux commencer avec 221 et 222 et simplement nous dire ce que nous voyons là. 221 semble être ce premier os qui a été présenté dans ce rapport, c'est-à-dire cette pièce combinée de la pyramide pétreuse gauche et de l'occipital. Et 222 est ce qui semble être un fragment de côte. Et étiez-vous présente? Avec quelques fragments osseux supplémentaires, excusez-moi, avec les morceaux de maxillaire, de clavicule et de côte qui sont également visibles, ainsi que l'os hyoïde. Et étiez-vous présente lorsque ces os ont été retrouvés là? Oui, j'y étais. Et cela figure dans votre rapport? Oui, c'est le cas. Je vais d'abord les montrer. Le jury les a déjà vus auparavant, mais je vais simplement les montrer à nouveau pour rafraîchir leur mémoire. Et celles-ci ont été trouvées, je crois, le 24 octobre, c'est bien ça? C'est exact. Et ensuite, en passant aux 227 et 228. Le 227 semble être le fragment du ramus droit de la mandibule. Et le 228 est un fragment de dent. Et je pense que ce fragment de dent n'était pas dans votre rapport. Je pense qu'il a été donné au docteur Legros. Docteur Legros, juste avant que votre rapport ne soit rédigé, n'est-ce pas? C'est exact. Donc, encore une fois, en montrant 227 et 228, étiez-vous présente cependant lorsque le 228 a été localisé? Oui, j'y étais. C'était aussi le 24 octobre, n'est-ce pas? C'est exact. « 231 et 234. Qu'est-ce qu'on regarde ici? 231 est un fragment d'os calciné. Cela figurait dans votre rapport 401. Oui. Et ensuite 234. Et 234
est un fragment osseux non calciné. C'est une partie de l'os temporal. Donc, c'est l'os temporal gauche, y compris la fosse glénoïde, qui était également mentionnée dans mon rapport. Et cela s'est aussi passé le 24 octobre, ou... Oui, c'est exact. Et puis la dernière photo de la scène, qu'est-ce qu'on regarde ici dans la 236? La 236 montre le contour du trou dans lequel ces œufs ont été placés et d'où des animaux charognards ont retiré les os qui faisaient l'objet de ce rapport. Et vous savez, la détective Rolls en a un peu parlé dans son témoignage, mais pouvez-vous expliquer un peu plus pourquoi nous avons creusé aussi profondément? Oui, on peut, en observant les différentes couches du sol, voir où il y a eu une perturbation. Donc, nous avons examiné les couches de sol, ce qu'on appelle les strates du sol. On distingue les zones perturbées et mélangées de celles qui ne le sont pas. Et grâce à cela, nous pouvions trouver le contour du trou simplement en reconnaissant la présence de sol perturbé et meubles par rapport au sol compact. Malheureusement, vous avez plus d'expérience avec ce genre de trou que tu ne le voudrais. Est-ce exact? Oui, j'en ai creusé plus que je ne peux compter. Et ça, c'est la pièce à conviction 236, donc je la montre au jury. Maintenant, avez-vous également préparé 2 schémas dans cette affaire connue sous le nom d'homoncule? Oui, je l'ai fait. Et nous allons commencer par la dernière page. Je crois que c'est la dernière page de la pièce 401. Ouais, c'est la dernière page de la pièce 401. Qu'est-ce que nous regardons ici? Et si on pouvait juste zoomer un peu sur ceci. Quel est ce nombre? Je ne fais que représenter. Les os qui ont été retrouvés et s'ils ont été altérés thermiquement. Donc, l'os jaune est un os qui a été retrouvé et qui n'a pas été altéré thermiquement. Les sections noires qui sont mises en évidence là sont des os qui ont été retrouvés et qui étaient carbonisés. Et la couleur un peu gris bleuâtre correspond à des sections d'os qui ont été retrouvées et qui étaient calcinées. Et pour être clair, est-ce que nous pensons que tous ces os proviennent probablement du même corps? Oui, On a fait des tests ADN que sur un os, c'est bien ça. c'est exact. Mais pourquoi pensons-nous qu'ils proviennent tous du même corps? Tous ont été trouvés au même endroit et dans le même contexte. Et y a-t-il des os en double que nous avons pu localiser? Il n'y en avait pas. Ouais. Et ensuite, vous avez préparé un deuxième homoncule, c'est bien ça? C'est exact. Qu'est-ce que c'est qui est marqué comme pièce à conviction 402? Et bien sûr, je ne sais pas. Et c'est le deuxième homoncule que vous avez préparé, n'est-ce pas? C'est exact. Et que représente ce deuxième homoncule? Le deuxième homoncule est simplement une vue rapprochée du crâne et des os. Je devrais dire des crânes parce qu'il s'agit du crâne et de la mandibule. Et c'est le même niveau d'information. C'est en jaune pour les os qui ont été récupérés et qui n'ont subi aucune altération thermique, une sorte de gris foncé pour les os qui ont été récupérés et qui étaient carbonisés, et puis en bleu pour les os qui étaient calcinés. Et je voudrais soumettre la pièce 402 comme preuve et demander la permission de la présenter. Aucune objection. Très bien. Allez-y. Encore une fois, c'est la même chose. En gros, c'est ce qui est représenté dans la précédente, mais avec un gros plan du crâne, c'est bien ça. C'est exact. Et ça montre la partie inférieure, c'est bien ça. C'est exact. Et lesquels de ces os ici ont été fracturés autour du moment du décès? La plupart de ceux qui sont jaunes dans le crâne, donc thermiquement inchangés, montrent des fractures périmortem.
Donc, ceux qui sont gris et bleus là-dessus, qui sont les os carbonisés et calcinés, ont très probablement été fracturés à cause de l'exposition au feu, mais le reste de ces os ne montre aucune preuve de cela et leurs fractures sont périmortèmes. Et avez-vous déjà intervenu sur des scènes où l'on savait qu'il s'agissait de blessures par balle? Oui, j'en ai déjà eu. Et la fracture du crâne ici est-elle cohérente avec les fractures du crâne que vous avez observées sur des scènes où des blessures par balle étaient avérées? Ce serait cohérent. Et les blessures ou les fragments d'os que nous avons trouvés, ainsi que la blessure au crâne, la personne ayant subi ces blessures serait-elle décédée? Oui, je pense que c'est une supposition raisonnable. Et est-il juste de dire que leur cerveau ne resterait essentiellement pas dans le crâne avec ce type de blessure au crâne? Vous avez raison. Je n'ai pas d'autres questions. Contre-interrogatoire. Bonjour, docteur. Bonjour. Vous avez déclaré être consultant pour le laboratoire d'état de criminalistique du Wisconsin. C'est exact. Vous êtes également professeur à l'université du Wisconsin à Oshkosh. C'est exact. Et votre spécialité, c'est l'anthropologie ou l'anthropologie médico-légale. C'est exact. Vous n'êtes pas impliqué dans les déterminations dans ce cas concernant les circonstances ou la cause du décès. Ce n'est pas le rôle d'un anthropologue médico-légal. Ce serait plutôt le rôle d'un pathologiste. Et médecin légiste, oui. D'accord. Ce n'était pas votre rôle ici? C'est exact. Votre rôle dans cette affaire était principalement d'identifier sur les lieux quels os étaient humains ou possiblement humains, par opposition à des os d'animaux. Cela, ainsi que documenter les altérations thermiques et les différents types de fractures également. D'accord, je n'ai pas d'autres questions. Rediriger. D'après votre formation et votre expérience, est-ce d'abord, pour que le jury comprenne bien, quelle est la différence entre un pathologiste et un médecin légiste? Eh bien, certains pathologistes, les pathologistes médico-légaux, sont des médecins légistes, mais les pathologistes médico-légaux sont des personnes qui détiennent un diplôme de médecine. Et eux, pour un pathologiste médico-légal, leur objectif est de comprendre ce qui est arrivé à quelqu'un et ce qui, en termes de cause, a provoqué un décès en dehors des soins d'un médecin. Donc, est-ce qu'un pathologiste médico-légal, un médecin, serait généralement impliqué dans une affaire? Il y a quelques exceptions à la règle, mais serait-il généralement impliqué dans une affaire lorsqu'il n'y a pas de corps entier et intact? Pour moi, généralement, ce serait uniquement un anthropologue. Donc, il serait difficile pour un pathologiste, dans un cas comme celui-ci, de s'impliquer pour déterminer la manière du décès. Ils peuvent s'impliquer. Cela dépend de ce qui est retrouvé. Rien d'autre, merci. Rien de plus.